savez, ça signifie résistance contre l'oppression, le sexisme et l'austérité. Alors l'austérité, qu'est-ce que ça a à voir avec le sexisme? Les coupes budgétaires, elles attaquent systématiquement l'ensemble de la population, pour accepter les super riches, mais elles attaquent encore plus durement les groupes qui sont déjà les plus précarisés dans la population, dont font entre autres partie les femmes. Alors les politiques d'austérité, les mesures de casse sociale, elles n'ont rien de neuf, ça fait des décennies qu'on subit le néolibéralisme où la solidarité ne s'organise plus au niveau de l'ensemble de la société, ou de moins en moins en tout cas, pour retomber sur le dos des individus et de leurs familles. Alors face à ce constat, on a deux choix qui s'offrent à nous, soit rentrer en lutte, ou soit subir ces mesures. Et c'est la première option que l'on choisit avec la campagne Rosa. Rentrons en lutte contre les discriminations, rentrons en lutte contre les politiques d'austérité qui nous appauvrissent. Alors prenons peut-être un exemple, les mesures d'austérité par rapport aux allocations de chômage. Alors la chasse aux chômeurs, ça n'a rien de neuf. C'est depuis les années 80 où cette assurance emploi est attaquée et où les personnes sans emploi sont traquées de plus en plus. Les cohabitants, c'est-à-dire surtout des jeunes et des femmes, eh bien, ils se retrouvent avec des allocations réduites de moitié juste par le fait qu'ils habitent avec d'autres personnes. Et le montant de cette allocation, ça ressemble plutôt à de l'aumône qu'à une véritable allocation qui permette de vivre. Alors, la chasse aux chômeurs, évidemment, ça a des implications aussi sur le marché de l'emploi, parce que quand on n'a pas une allocation qui nous permette de vivre décemment, on est prêt à accepter n'importe quel emploi dans des conditions salariales ou des rythmes de travail qui est difficile et qui est harassant. On a eu les ALE, puis les titres-services. Maintenant, ce sont les flexi-jobs qui deviennent la norme de plus en plus sur le marché du travail. Il y a vraiment un effet de contagion que l'on voit. Et les temps partiels, chez les femmes, c'est devenu de plus en plus la norme. En fait, près de la moitié des femmes sont à temps partiel, contre moins de 10% des hommes. En fait, il faut voir que dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, les offres d'emploi sont presque toujours des offres d'emploi à temps partiel, à 83%. Du coup, les femmes, elles choisissent très peu souvent de travailler à temps partiel. Le plus souvent, elles y sont contraintes pour diverses raisons. Seulement 8% des femmes le choisissent. Pour les 92% restants, elles sont à temps partiel, soit parce qu'elles n'ont pas trouvé un emploi à temps plein, soit parce que la charge de travail est telle que c'est intenable un temps plein sur la durée. Et là, on peut particulièrement penser au secteur des soins aux personnes. Et enfin, pour un quart des travailleuses, elles sont à temps partiel parce qu'il y a un manque de services publics et qu'elles compensent ce manque de services publics en réduisant leur temps de travail. Alors on pourrait se demander, mais tiens, pourquoi ce sont les femmes qui réduisent davantage leur temps de travail? Pourquoi pas autant les hommes? Bien si en moyenne, les femmes gagnent déjà moins à l'heure que les hommes, il va être rationnel dans un couple hétéro que ce soit la personne dans le ménage qui gagne le moins qui réduit son temps de travail. Et donc en général, la femme. Et donc on se retrouve dans une situation où les femmes manquent d'indépendance financière. L'écart salarial annuel entre hommes et femmes, il est aujourd'hui de 22%, c'est énorme. Encore en 2020. 22%, ça s'explique principalement par le temps partiel, mais ça s'explique donc aussi par ces bas salaires dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Alors qui dit temps partiel, dit évidemment salaire partiel, et un salaire partiel alors que le salaire horaire est déjà mauvais, c'est l'assurance d'être dans la pauvreté. La pauvreté aujourd'hui, mais aussi la pauvreté à la pension. Puisqu'on n'a pas la possibilité alors d'avoir une carrière complète, puisqu'on a dû compenser le manque de services publics, on se sacrifie aujourd'hui et on est encore pénalisé lorsqu'on est plus âgé à notre pension, puisqu'on n'a pas alors une pension qui nous permette de vivre décemment. Et ça, c'est un phénomène massif, et c'est un phénomène qui va s'aggraver avec les mesures du gouvernement Michel. Et donc c'est toujours un combat qu'on doit mener de façon vraiment combative et massive pour s'assurer un futur pour nous et pour les prochaines générations. Comment lutter du coup contre ces temps partiels involontaires? Il y a plusieurs façons évidemment. La première, c'est augmenter les services publics. On a besoin d'avoir des services publics qui soient performants, qui soient de bonne qualité, des services publics qui soient accessibles à toutes et tous. Aujourd'hui, on a par exemple un temps scolaire qui ne correspond pas du tout au temps de travail, 30 heures d'école, 40 heures au boulot, plus les trajets. Comment faire, comment jongler entre la vie privée et la vie professionnelle? On a besoin que des services publics offrent des solutions par rapport à ça. Renforcer le parc de services publics actuels existants, mais aussi inventer de nouveaux services publics. Les loisirs pour les enfants pourraient être des services publics. Les aides à domicile pourraient ne plus être des titres-services, mais un réel service public de qualité avec des travailleurs traités avec de bonnes conditions de travail. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, les travailleuses qui sont les plus précaires
sur leurs conditions de travail sont aussi celles qui sont le plus à risque d'agression. Par exemple, un tiers des travailleuses en titre-service ont déjà subi des agressions sexuelles pendant leur travail par un client. Une autre façon, évidemment, de lutter contre ces temps partiels involontaires, c'est la réduction collective du temps de travail. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une réduction du temps de travail, mais elle se fait de façon individuelle avec perte de salaire. Le sens de l'histoire et le sens du mouvement ouvrier, ça a toujours été de réclamer une réduction du temps de travail. La journée des 8 heures et aujourd'hui la semaine des 30 heures. En moyenne, en Belgique, on travaille en fait déjà que 31 heures par semaine, mais certains se tuent à la tâche pendant que d'autres se tuent à chercher du travail ou n'ont pas la possibilité d'avoir un salaire complet. On a besoin de réduire ce temps de travail pour permettre à toutes et tous de pouvoir conjuguer loisirs, vie familiale et vie professionnelle, mais aussi permettre aux travailleurs qui aujourd'hui sont en temps partiel d'avoir en fait pour la plupart un salaire complet. Les luttes sur toutes ces questions sont importantes et on l'a vu, il y a les luttes des blouses blanches pour une amélioration de leurs conditions de travail dans la dernière période qui va certainement revenir après la crise aujourd'hui. Il y a aussi des luttes menées par le syndicat entre autres pour un salaire minimum horaire de 14 € brut. Alors ça c'est vraiment quelque chose de très très important. On se rend compte que là où il n'y a pas 14 € de l'heure, c'est surtout dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. En fait, si on regarde les 10% des travailleuses et des travailleurs les moins bien payés, ce sont à 70% des femmes. À l'université de Gand, où la campagne Rosa est très présente, on a mené une campagne de campus sans sexisme. Mais pour lutter contre le sexisme, on a également besoin de lutter contre ces bas salaires dans les secteurs où les femmes sont majoritaires. Et le syndicat, avec le collectif qui poussait pour une grève des femmes, a vraiment construit une campagne crescendo pour mettre cette revendication en avant. On veut un salaire minimum de 14 € de l'heure. Les travailleuses, les travailleurs et les jeunes sont ensemble dans ce combat. Pour obtenir de vraies victoires. Voilà tout l'objectif avec cette campagne. Et des victoires, elles sont possibles, mais elles sont possibles seulement si on est unis et si on est suffisamment organisé, avec un programme offensif, un programme qui lie les luttes aujourd'hui à la nécessité de changer la société. Parce que dans une société où 1% de la population a plus de richesses que la moitié de l'humanité réunie, c'est une société où toute égalité est impossible. Les victoires, elles sont possibles. On n'en parle pas assez. Dans une série de municipalités, par exemple aux États-Unis, la lutte pour l'égalité salariale, en passant par l'augmentation du salaire minimum, elle a été obtenue. L'augmentation du salaire a été importante. On est passé de 7 $ à 15 $ de l'heure comme salaire minimum dans une série d'endroits. À Glasgow, plus proche, en Écosse, les travailleuses aussi se sont battues et obtenu des victoires. Les secteurs de la municipalité où les femmes étaient majoritaires étaient simplement sous-payées comparé à leurs collègues masculins du service public. Et elles se sont battues, elles se sont organisées, mais elles ont aussi convaincu politiquement l'ensemble de la population et leurs collègues masculins de les soutenir activement dans ce combat. Parce que les services publics qu'elles assurent, ce sont des services publics pour l'ensemble de la collectivité. Et avoir des bonnes conditions de travail est nécessaire pour assurer un service public de qualité. Elles ont organisé une lutte, ça leur a pris du temps, c'est clair. 12 années avant que cette lutte puisse aboutir à une réelle victoire. Mais quelle victoire! Les piquets de grève étaient partout dans la ville. Il y avait des manifestations de 10 000 personnes où la population était vraiment solidaire. Les travailleurs masculins, comme les éboueurs par centaines, ont refusé de franchir les piquets de grève, faisant face à des sanctions pour soutenir leurs collègues dans ce combat pour l'augmentation du salaire. Et elles ont gagné. Elles ont gagné rétroactivement pour ces 12 années de salaire inégal. 529 millions d'euros, en plus de l'égalité salariale. Des victoires incroyables, des victoires dont on doit davantage parler, je pense, parce que ça nous donne l'énergie, ça nous donne la force pour continuer ce combat. Pour qu'il y ait davantage de femmes présentes dans les mouvements sociaux aujourd'hui en Belgique, les mouvements sociaux qui s'annoncent devant nous après cette période de confinement, très certainement. Les mouvements sociaux pour le refinancement des soins de santé, mais pour le refinancement de nos services publics en général, pour que la solidarité, elle s'organise non plus au niveau d'un individu et de sa famille, mais s'organise au niveau de l'ensemble de la société. C'est ça dont on a besoin, c'est pour ça qu'on doit se battre pour notre sécurité sociale. C'est
D'ailleurs, la sécurité sociale, c'était le thème de la manifestation du 8 mars de cette année et ce n'était pas pour rien. La campagne Rosa, elle défend un féminisme socialiste. Socialiste, qu'est-ce que ça veut dire selon nous? On veut construire une société qui défend les besoins de la population. Une société où chaque personne puisse s'épanouir telle qu'elle est dans la société. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de possible. Nos choix sont extrêmement contraints par les restrictions matérielles que l'on subit, par les mesures antisociales qui sont menées par le gouvernement. Et donc, nous, on veut vraiment une société qui ne soit plus organisée vers les profits d'une minorité de super riches, mais une société pour toutes et pour tous dans sa diversité. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à rejoindre nos campagnes et à participer avec nous aux prochaines actions. Des activités en ligne pendant la période de confinement, mais on sera très vite de retour dans la rue pour de nouvelles luttes par la suite.